Je suis un fan de Star Wars. Pour l'instant, j'ai vu uniquement les films, mais j'essaie doucement de me mettre à l'univers étendu. Avant de parler de l'épisode 4, je vais d'abord donner un bref avis sur tous les films. Sauf Solo et Rogue One, je les ai pas vus. Je tiens aussi à dire que j'ai pas vu la prélogie depuis un bail, mais je m'en fous, vous comprendrez pourquoi. Épisode 1. J'aime pas du tout, je me fais chier quand je le regarde. Tout le monde a l'air de kiffer Darth Maul, mais dans le film, c'est un porte-flingue sans personnalité, c'est tout. Sans seul atout, c'est qu'il a une bonne gueule. Épisode 2. À mon avis, le pire film Star Wars avec le 9. À part Obi-Wan, joué par le merveilleux Ewan McGregor, qui est décidément le meilleur personnage de cette trilogie, je trouve pas trop de qualité à ce film, sauf les FX qui sont très bien faits, mais bon, c'est normal pour un Star Wars. Épisode 3. J'aime bien, mais le traitement d'Anakin pourrait être plus poussé. La meilleure scène du film? Non, de la prélogie, et bien évidemment le duel grandiose entre Anakin et Obi-Wan. Épisode 4. Patientez, ça arrive. Épisode 5. Mon Star Wars préféré, tout simplement. Le combat entre Luke et Dark Vador est juste incroyable. Les lumières, l'ambiance sonore et la tension, je trouve ça dingue. Yoda, Han Solo et Leia sont géniaux aussi. Bref, j'adore ce film. Épisode 6. Le film que j'aime le moins de la trilogie originale, qui est pourtant ma préférée. Je hais les Ewoks et l'édition qui a rajouté la chanson du début de film. La fin est très touchante et l'empereur est badass. Le film reste bon au final, mais sans plus. Épisode 7. Je trouve timide et l'univers n'est pas vraiment défini, mais j'aime beaucoup le personnage de Rey et j'aime bien Kylo Ren. D'autres personnages intéressants, comme Finn, seront inexploités et figurant dans le reste de la postlogie. En tout cas, surtout dans l'épisode 9. Épisode 8. Le film qui a le plus divisé, et je l'ai bien aimé. Luke est cool dans ce film et mon dieu, le film est magnifique. Et le personnage de Rose est intéressant. L'actrice mérite clairement pas ce qu'elle a subi. Je reconnais pas mal de défauts au film, je suis pas aveugle, mais je le trouve quand même bon. Épisode 9. Grosse déception remplie de fanservice mal branlé qui fait passer le sacrifice de Vador pour un acte insignifiant sans conséquence. J'ai beau défendre la postlogie, je hais ce film. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à un de mes films préférés. Luke, un jeune fermier de Tatooine, fait l'acquisition de 2 droïdes avec son oncle Owen. Mais l'un contient un message important enregistré par la désormais capturée princesse Leia, figure importante de la rébellion luttant face à l'Empire. Elle appelle à l'aide un certain Obi-Wan Kenobi. Luke le retrouve et doit se rendre sur Alderaan avec l'aide de Han Solo, pilote du Faucon Millennium. Mais l'Empire fait exploser la planète, attendant en tournant les renforts de la princesse. Bon, par où je commence? Le scénario est tellement bien ficelé que le schéma de ce film sert de base à tous les cours de cinéma. Tiens, parlons du scénario. Tous les éléments sont logiques entre eux et aucun ne fait tâche. L'univers présenté est tellement gigantesque qu'on peut y raconter ce qu'on veut. Dans les films, on suit surtout des Jedi et leur lutte face aux Sith et au côté obscur de la Force en général. Mais on peut aussi se focaliser sur des petites parties de l'univers qui font le lien entre les films ou même créer de tout nouveaux aspects à l'univers. On peut faire ça en se basant sur un élément déjà existant, comme l'a fait la très bonne série The Mandalorian. J'aime cette série, mais pas que pour bébé Yoda, faut pas déconner. L'aspect même du film fait lien avec l'un des buts du scénario, montrer la grandeur de cet univers. Lorsque Luke et Obi-Wan doivent trouver un pilote afin d'aller à Alderaan, ils se rendent dans la ville de Mos Eisley, à la fameuse cantina. On voit que Mos Eisley n'est qu'une petite ville banale ne comportant que peu de bâtiments. Bref, cette ville n'est pas impressionnante. On crée donc un contraste avec la grandeur de l'univers qui nous sera présenté tout au long de la saga. Ce point va de pair avec Luke. C'est un simple fermier, donc l'impact de ses futures aventures n'en est que plus grand. Et on ressent une vraie tension lorsqu'il doit faire péter l'étoile noire. Enfin bon, Mos Eisley était petite avant que Lucas détruise cette logique avec les fameuses éditions spéciales. Je vous conseille l'excellente vidéo de MJ Fermella à ce sujet, lien dans la description, mais un bon scénario ne fonctionnerait pas sans bons personnages. Tous les personnages de ce film sont mémorables et incroyables. Certains sont OSF, genre R2D2 et C3PO. On les aime quand même, ils sont sympathiques et mémorables, mais pas spécialement incroyables. Mais le reste, oh mon dieu, quel casting de folie. On a d'abord le vieux Ben Kenobi, qui est mon personnage préféré de ce film. Je rappelle que Dark Vador devient mon méchant préféré du cinéma à partir de l'épisode 5, oui je l'ai dit. Obi-Wan, c'est le vieux sage qui gère l'initiation de Luke à la Force et aux Jedi. Il vivait en ermite jusque-là, depuis l'épisode 3. Mais l'appel de Leia le convoque au combat une dernière fois. Ce personnage est le plus classe de ce film. Le côté vieux sage qui sait tout de l'art mystique qu'est la Force est vraiment captivant et il est si crédible dans ce rôle. Même si l'acteur, Alec Guinness, détestait jouer le personnage, il a donné une performance incroyable. Et ça, c'est unique. On pourrait aujourd'hui comparer son combat contre Vador avec des vieux qui se battent à coups de canne, mais le combat raconte quelque chose, pas comme ceux de la prélogie. C'est la confrontation de l'ancien maître ayant échoué et de l'élève perdu dans le côté obscur. Je pense que l'aura de ce combat a influencé plusieurs scènes de la trilogie, notamment le duel entre Luke et Vador. Bref, Obi-Wan est le meilleur perso de ce film. J'ai déjà parlé de Luke un peu plus tôt dans cette vidéo, mais ça reste un très bon personnage. Moins bien qu'Obi-Wan.
Il a la meilleure évolution du film avec Han Solo. Peu à peu, il développe sa sensibilité à la force, et c'est très bien amené. On voit tout d'abord Obi-Wan, toujours lui décidément, l'entraîner à l'aide de la sphère d'entraînement. Il ne doit pas se fier à sa vue, mais faire confiance à la force et se laisser guider par la force. Après, lors de la bataille de l'étoile noire, Obi-Wan lui rappelle ses enseignements et Luke se fie de nouveau à la force. C'est à partir de ce moment que Luke est devenu Padawan, à mon avis. La construction de Luke et de son rapport avec la force est donc progressive et satisfaisante, car on le voit devenir un Jedi tout au long des 3 films de la trilogie. Han Solo est probablement le personnage ayant l'évolution la plus marquée de tout le film. J'ai déjà évoqué son évolution lors de la vidéo sur Raz. Lorsqu'on le voit pour la première fois, il n'a rien d'un héros. Leia l'appellera plus tard un mercenaire. Il suit simplement les héros parce qu'il peut toucher un gros pactole, 22 000 pour être précis. Il ne suit pas les héros par conviction ou par envie de faire vivre la rébellion, ce n'est qu'un contrebandier à ce stade du film. En plus, lorsqu'ils ont sauvé la princesse Leia, Han décide de s'en aller, car il a rempli sa part du contrat et est satisfait. Mais lors de l'assaut sur l'étoile noire, il voit Luke en difficulté face à 3 TIE Fighters, dont un piloté par Vador en personne. Il neutralise donc 2 des 3 ennemis afin de laisser du temps à Luke pour faire péter l'étoile noire. En ayant rencontré Luke et Leia, en s'étant fait ces amis-là, Han est devenu un vrai héros et n'est plus un contrebandier. Leia est plus intéressante dans l'épisode 5, décidément le meilleur épisode, mais ça reste un très bon personnage. C'est elle qui déclenche le film quand on y pense, car sans le message stocké dans R2D2, la rébellion n'aurait jamais pu faire exploser l'étoile noire et l'Empire aurait fait exploser les bases de la rébellion et autres planètes, si toutefois Leia avait parlé. Elle passe pour la demoiselle en détresse pendant une grosse partie du film, mais dès qu'elle est libérée, on voit bien qu'elle est une figure importante de la rébellion. Quoique, on voyait quand même cet aspect quand elle parlait avec le grand Moff Tarkin lors de la destruction d'Alderaan. Bien évidemment, je salue la performance de la regrettée Carrie Fisher, excellente actrice. Vador n'est pas très intéressant dans ce film, on le considère juste comme une arme intimidante de l'Empire, car j'ai l'impression que Tarkin est plus important que lui au sein de l'Empire. Il lui parle avec fermeté alors qu'on voit bien que Vador sait se faire respecter par ses officiers. Mais il reste imposant et charismatique. Comme j'ai dit, c'est mon méchant préféré de l'histoire du cinéma. Du moins, du peu que j'en ai vu. Pour être plus précis, il gagne ce statut dans l'épisode 5, mais ça reste un très bon méchant dans ce film. Les effets spéciaux, dans le contexte de l'époque, sont incroyables, voire révolutionnaires. L'idée d'utiliser des maquettes de vaisseaux et de jouer avec leurs échelles pour nous faire ressentir la grandeur des vaisseaux, c'est du pur génie. J'ai beau avoir critiqué les éditions spéciales de Lucas, mais l'idée de remettre au goût du jour les sabres laser est bonne, car, c'est vrai, les sabres de l'édition cinéma font vieillot, ce qui n'est pas un défaut en soi. Les décors sont bien faits, et certains, notamment la maison de Luke sur Tatooine devant les 2 soleils, sont devenus cultes au fil du temps. La musique est plutôt discrète dans cet épisode, mais excellente et culte. Mon OST préféré est sans aucun doute Binary Sunset, celle que j'utilise pour les transitions de cette vidéo. Enfin, on a l'impression que cet univers a existé avant que le film commence, ce qui amplifie l'immersion et donne de la crédibilité à cet univers. Luke mentionne la guerre des clones ou la guerre noire en VF. Ce nom est si évocateur qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut à partir de cette simple ligne de dialogue. C'est en partie là-dessus que repose le génie de Star Wars. Mais laisser le spectateur imaginer les détails de l'histoire n'est pas toujours une qualité. Dans des films, séries ou animés présentant un univers aussi dense, ce qui me plaît, c'est les détails qui relient tous les gros éléments de scénario entre eux. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles j'adore le Seigneur des Anneaux. Par exemple, pourquoi la bataille se réglera au gouffre de Helm. Mais c'est bien le seul point qui fait tâche dans Star Wars 4. On a quelques phrases prononcées par Tarkin qui nous indiquent que les derniers vestiges de l'ancienne République sont balayés, ce qui donne de la crédibilité à l'Empire. Mais à part ça, on n'a pas énormément d'infos concernant la place de l'Empire, son idéologie, etc. C'était pas le but du film, ouais, mais ce sont ces détails que je recherche quand je regarde un film. Au final, c'est peut-être pas un défaut en soi, mais c'est le seul point que je considère comme raté dans ce film. C'est d'ailleurs pour ça que je vais mettre à l'univers étendu. Malgré ce point faible, j'adore ce film et je le trouve excellent. Il y a mieux, bien sûr, comme le Retour du Roi ou l'Empire contre-attaque, mais ça l'empêche pas d'être un excellent film. Je lui donne un 18.5 sur 20. On est précis ici.